Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. 26 minutes de grand entretien. Et aujourd'hui, j'accueille Laurent Daudet. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président de Lighton. Ce mot impact, déjà, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il signifie pour le patron d'une entreprise française d'IA générative? Tous les mots ont leur importance. Ah oui, alors effectivement, l'impact pour l'IA générative, c'est quelque chose d'assez évident. On se rend compte que c'est peut-être on vit ce moment de l'histoire où l'IA n'est plus une affaire de spécialistes et l'IA devient accessible par tout le monde parce que ça s'utilise dans la langue de tous les jours. Donc l'impact, c'est la façon dont cette technologie est en train de révolutionner notre relation au savoir, par exemple, notre relation à l'éducation. Et dans le monde du travail, c'est en train de totalement bouleverser. Je pense qu'on va en reparler. Évidemment, on va en parler en détail, mais on peut parler, d'ailleurs on y viendra, mais d'impact environnemental, d'impact sociétal, direct dans nos vies avec l'IA générative. Oui, absolument. Parce que la montée en puissance est tellement rapide que cet impact il est forcément lié à la rapidité de la montée en puissance. Oui, oui, c'est effectivement cette rapidité. On parle d'une technologie qui n'existait même pas dans les laboratoires il y a une dizaine d'années. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent, extrêmement rapide et qui a eu une vitesse d'adoption qui n'a jamais été vue dans l'histoire, je pense, sur aucune technologie. Et on va voir ce que ça représente en termes de souveraineté, d'être une entreprise française et avec un certain nombre de principes et d'idées fortes. Vous l'avez créée en 2016, cette entreprise, avec Florent Kharkala et Sylvain Gigant. Est-ce que vous travailliez déjà, c'était il y a presque 10 ans, sur l'IA générative ou pas du tout parce que c'était embryonnaire encore? À l'époque, on travaillait sur cette technologie d'IA qu'on appelait le deep learning et qui est en fait le socle fondamental sur lequel se crée l'IA générative. Donc on était déjà dans l'IA, on a créé Lighton, c'est d'ailleurs une spin-off de l'université. Nous, on est universitaires et on a créé ça parce qu'on a l'IA, les modèles devenaient beaucoup plus gros, beaucoup plus demandaient des moyens techniques, hardware, software, beaucoup plus importants. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on crée Lighton précisément pour cette notion d'impact, parce que ce qu'on faisait en laboratoire, mais maintenant on voulait que ça ait de l'impact dans la vie, dans l'économie. Avec un pivot qui a eu lieu à quel moment et pourquoi surtout? On a eu une révélation quand on a vu arriver GPT-3, donc qui est l'ancêtre de ChatGPT, et ça c'était au printemps 2020. Au printemps 2020, on a vu arriver cette techno, on s'est dit waouh, ce truc-là, c'est absolument géant, ça va totalement bouleverser non seulement l'IA, mais aussi l'économie et la façon dont les gens changent leur façon de travailler grâce à cette technologie. Et c'est là où on s'est dit, oui, cette techno est tellement importante et nous, on a toutes les compétences en interne pour s'y mettre. Donc, on a fait pivoter l'entreprise pour se focaliser entièrement sur l'IA générative. Au début, en créant nos propres modèles, on a créé des LLM, comme on dit, Large Language Model, pour nous ou pour le compte de nos clients, sur des LLM plus spécialisés. Et puis maintenant, depuis 2 ans, on développe notre plateforme d'IA générative qu'on appelle Paradigme, qui est à destination des entreprises qui veulent utiliser cette IA. Avec une technologie, est-ce que votre technologie, c'est exactement la même que celle de ChatGPT, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il y a des différences? Alors, il y a des différences au sens où nous, on l'a vraiment centré sur les besoins des entreprises. ChatGPT, c'est pour tout le monde, pour votre petit-neveu qui veut faire sa dissertation. Mais nous, on est vraiment centré B2B. Et donc, il y a toutes les notions de sécurité, toutes les notions de compliance, toutes ces notions de fiabilité sur lesquelles on insiste vraiment, qui sont au cœur de l'offre, de la proposition de valeur de Paradigme. Mais pourquoi l'entreprise s'appelle Lighton? L'entreprise s'appelle Lighton parce qu'au tout début, on travaillait sur une technologie photonique, pour tout vous dire. D'accord. C'était de calcul optique. De calcul optique, voilà. Utiliser la lumière pour faire Ouais. certains de ces calculs de l'intelligence artificielle. Okay. Comme on dit, il y a besoin de très grosses infrastructures pour faire tourner ces calculs. Et on était sur une technologie photonique au départ. Que vous avez laissé de côté. On a laissé de côté. Bien compris. Alors, Paradigme, venons-en à cette solution d'intelligence artificielle. Quel service vous proposez aux entreprises? C'est quoi? C'est un peu du sur-mesure, en quelque sorte? Alors, c'est une plateforme qui est à la fois, effectivement,
personnalisable parce qu'on va se brancher à la base de données de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'avoir cette IA générative qui est branchée sur cette base de connaissances. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous faites sur ChatGPT, c'est un chatbot simple, on peut faire toutes ces fonctions-là. Mais de plus, on peut poser des questions. L'idée, c'est de valoriser des bases documentaires, poser des questions sur toutes sortes de documents. Ça peut être des documents financiers, des documents juridiques, des documents de ressources humaines, des documents techniques, etc., etc. Et on a des réponses des synthèses de documents, des comparaisons de documents, etc., etc. Et puis maintenant, dans la nouvelle version de Paradigme, il y a ce qu'on appelle des agents qui automatisent des fonctions avancées de certains métiers plus spécialisés. Qui sont vos clients? Alors, on peut les citer, hein, mais taille, secteur d'entreprise, ça peut être dans tous les secteurs? Oui, alors nos clients, c'est avant tout des grands comptes. On s'adresse aux grandes entreprises qui ont à la fois beaucoup de données. Non structurés, comme on dit, des documents sous toute forme, et puis qui sont très sensibles à ce que ces données restent privées. On a cette particularité d'aller s'installer sur les clouds de nos clients, ce qui fait qu'on va aller avoir des clients dans le monde de la banque assurance, dans le monde de la santé, de la haute technologie, de la défense, et des pouvoirs publics également, notamment sur les aspects régaliens, où on a vraiment ce besoin de garder en environnement fermé toute cette IA générative, qu'on n'aille pas envoyer des données sur des clouds américains ou chinois d'ailleurs, dans lesquels on ne sait plus très bien ce que deviennent nos données quand on les envoie là-bas. Donc là, elle reste vraiment dans le cercle de l'entreprise elle-même, c'est ça? Voilà, on installe tout l'environnement, le LLM et toute la plateforme Paradigme est installée sur le serveur de l'entreprise, ce qui fait qu'il n'y a aucune donnée qui en sort. Quelque part, c'est sécurisé par design. Vous avez annoncé en avril dernier un partenariat avec Bearing Point, qui est un cabinet de conseil en management et en technologie. En quoi consiste ce partenariat? Et puis peut-être, question subsidiaire, que vous apporte Bearing Point dans ce cas précis? Oui, c'est un partenariat qui est effectivement important pour nous, notamment sur les services publics où Bearing Point est très bien implanté. L'idée pour nous, c'est d'être très complémentaires. Bearing Point va proposer à ses clients de l'IA générative qui est notre plateforme Paradigme. Et puis pour nous, ça permet d'avoir une entreprise extrêmement expérimentée pour toute l'offre de services qui va autour, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail en personnalisation, conception, etc. Donc voilà, on est très complémentaires de l'offre Bearing Point et on va aller faire un go-to-market commun. D'accord. Puisqu'on parle de services publics, ces chiffres annoncés par le président de la République en février dernier au sommet de l'intelligence artificielle, 109 milliards d'euros d'investissement annoncés pour les prochaines années. Alors, bon, il faut toujours rester lucide par rapport aux annonces politiques. Il y a parfois des décalages entre les annonces et puis les milliards vraiment proposés et démultipliés. Bon. L'enjeu majeur pour vous, c'est quoi? C'est cet enjeu de souveraineté dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on ait la capacité en France, et puis soyons plus larges en Europe, à développer une IA qu'on maîtrise, en quelque sorte. Voilà, cette technologie va avoir tellement d'importance sur les sociétés. On parle de points entiers de PIB qui sont impactés par cette technologie. On va pouvoir gagner des points de croissance grâce à ça, gagner en productivité, gagner en profondeur technologique, que c'est extrêmement important d'avoir la maîtrise de toute la chaîne de valeur de cette IA générative. Donc il faut qu'il y ait des sociétés... Mais ça passe par quelles adaptations pour qu'on ait une IA générative souveraine? Là, je ne parle pas seulement de l'offre que vous proposez, d'une manière générale, à la dimension d'un État ou d'une Union européenne. Ça effectivement, il y a la souveraineté sur la technologie, ça on en a parlé, toute cette chaîne de valeur, et c'est assez effectivement complexe de savoir créer ces LLM, savoir les déployer en environnement d'entreprise. Il y a aussi une souveraineté réglementaire, il y a une souveraineté... sur les aspects culturels aussi, effectivement, c'est important qu'il y ait des LLM, par exemple, qui soient faits en français, avec beaucoup de français, alors que dans les LLM américains, le français, c'est une toute petite part des corpus d'apprentissage. Donc, c'est aussi du soft power aussi pour un modèle culturel qui s'impose à travers un modèle culturel, exactement. Donc ça, c'est extrêmement important de faire en sorte qu'il y ait
des LLM qui soient faits avec notre langage, avec nos valeurs, avec nos référentiels culturels, parce que c'est tout sauf neutre. Mais bien sûr. Ça veut dire que transporte beaucoup de valeurs. Si on pose une question historique à ChatGPT, elle va être basée essentiellement sur des contenus d'universitaires américains ou anglo-saxons plus que des contenus d'universitaires français ou européens. C'est de ça dont on parle. Exactement. Ouais. Même si ça parle parfaitement bien français. Bien sûr. Mais il y a des choses comme le droit, par exemple, la façon de concevoir le droit juridique aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon est très différente de la façon dont le droit est conçu en France ou dans les pays latins. En février dernier, vous avez annoncé votre participation à Open Euro LLM. C'est un consortium qui réunit une vingtaine d'institutions et d'entreprises majeures du secteur. Déjà, le principe, pourquoi vous rejoignez ce consortium? Alors, c'est un consortium qui a effectivement qui a une position très intéressante sur la mise à disposition de LLM européens à destination du tissu de PME européennes. Et donc, ça correspond bien à nos valeurs de souveraineté, de construire des nouveaux modèles spécifiques et les distribuer auprès du tissu économique. Avec une approche un peu collaborative, c'est-à-dire que vous êtes avec des entreprises qui peuvent être en partie concurrentes, mais vous travaillez ensemble. C'est juste pour bien comprendre ce qui se passe. La plupart des partenaires de ce consortium sont des universitaires, donc c'est plutôt au niveau de la recherche qu'on va aller mettre au point des LLM très spécifiques sur certaines verticales. Et c'est principalement de la collaboration dans le terme de la R&D. Ouais, avec donc un enjeu européen, on est en plein dans ce dont on parlait, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on peut encore développer une IA générative européenne alors que ça y est, quoi, les géants investissent beaucoup plus, je crois, que nous aujourd'hui? Moi, je suis plutôt optimiste. Oui. Alors, si j'étais pas optimiste, je ferais un autre métier. Oui, vous me direz. C'est vrai. C'est une qualité commune de pas mal de chefs d'entreprise. Mais on voit que sur le software, la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse que ce qu'on peut avoir, par exemple, sur les composants ou sur le cloud, etc. Et là, en Europe, on a les compétences. On commence à avoir l'infrastructure de calcul nécessaire. Et ça, justement, vous parliez des annonces du président Macron au sommet sur l'IA. C'est principalement des investissements dans l'infrastructure. Et là, ça arrive, ça vient. On va avoir les milliers de GPU nécessaires à créer ces nouveaux modèles. Donc, je pense qu'on a des atouts si les entreprises et les administrations jouent le jeu aussi de choisir des solutions françaises, européennes, souveraines par rapport aux solutions américaines. Et l'environnement réglementaire européen, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Alors effectivement, on a le EU AI Act, donc cette réglementation européenne sur l'AI qui est en train de se mettre en place. Donc là, il y a encore un petit peu des incertitudes, mais ça donne un cadre unifié sur lequel, effectivement, nous, industriels européens, on peut s'appuyer pour proposer quelque chose qui soit à la fois fiable et respectueux de tout ce qui est règles sur la vie privée, par exemple. C'est ce que je vais vous poser, pardon d'interrompre, mais il se différencie, ce règlement et ce modèle, puisqu'on parle d'un modèle européen qui est en cours de création. Il veut se différencier du modèle américain ou par exemple du modèle chinois? Les Américains ont plutôt tendance à déréguler en ce moment. Donc ça, c'est d'autant plus avec Donald Trump. Exactement, avec beaucoup d'incertitudes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a un environnement qui est stable. Il a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à écrire ce EU Act. Donc maintenant, on y est arrivé. Et ça, je pense que c'est une force sur laquelle on peut s'appuyer. Mais est-ce qu'on peut sortir de cette course à la puissance? Là, on a vraiment le sentiment que à la fois les grandes entreprises et les États accélèrent, mettent de plus en plus d'argent pour être le plus puissant possible. Est-ce qu'on peut en sortir de ça? Ou est-ce qu'il faut que l'Europe, finalement, elle aussi rentre dans le match, quoi? Ce qui est intéressant avec cette IA générative, c'est qu'on voit que il est pour une très grande majorité des besoins, ce n'est pas la peine d'avoir le modèle le plus puissant avec 500 milliards de paramètres, etc. La grande majorité des cas d'usage peut être utilisée avec des modèles qui sont plus petits, plus spécialisés, moins coûteux aussi pour l'environnement, puisque ça devient un vrai enjeu. C'est aussi un enjeu en termes de prix. Et donc, c'est un peu là-dessus qu'on se positionne nous-mêmes sur des
des modèles de taille un peu intermédiaire, de taille moyenne, qui sont déjà très performants, mais qui sont moins coûteux, et on ne va pas dans la course au gigantisme, effectivement, qu'on laisse aux géants américains. Et est-ce qu'ils sont plus faciles à maîtriser? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le risque d'une intelligence artificielle, certains disent une intelligence autre, devenue trop puissante pour que ces créateurs la maîtrisent toujours? On est encore très loin de tout ça. Je pense qu'il faut laisser... il faut laisser ça un peu à la science-fiction. Pour l'instant, on est totalement en contrôle, et il faudra beaucoup d'étapes avant qu'on puisse arriver à une intelligence artificielle qui soit vraiment capable de raisonner, de planifier. Oui, mais la course à la puissance, elle permet d'aller beaucoup plus vite dans cette direction, d'une certaine façon. Oui. Et donc peut-être de perdre un peu plus vite le contrôle, vous voyez ce que je veux dire? Alors, perdre le contrôle, je ne suis pas sûr. Par contre, ce qui est important, c'est que ces IA, ces agents vont nous automatiser dans des tâches de plus en plus complexes, faire de la planification, un peu comme si on avait des assistants où le matin, on leur dirait... fais ci, fais ça dans la journée, et on aurait ces IA qui seraient capables de planifier une suite de tâches et les effectuer de manière totalement autonome. Est-ce que, alors, venons-en effectivement au bilan environnemental. Le modèle sur lequel vous travaillez, vous, avec Lighton, mais peut-être plus généralement ce modèle européen dont on parle, est-ce qu'il est moins énergivore? Il est moins énergivore, effectivement, par rapport au très gros modèle. Il est taille intermédiaire. Alors pour les spécialistes, ça sera entre 30 et 40 milliards de paramètres. Et typiquement, c'est le type de LLM qu'on utilise. Ça permet d'avoir moins de ressources au niveau des serveurs, et ça permet d'avoir plus d'utilisateurs en simultané sur une même ressource donnée. Donc moins de ressources au niveau des serveurs, on parle d'électricité, d'énergie, d'eau, notamment, parce que l'équation environnementale, elle est compliquée à tenir quand même, si on reste dans cette course à la puissance. Il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part effectivement les coûts d'entraînement de ces modèles, comment on fabrique ces modèles. Ça, c'est des très gros coûts environnementaux, mais on le fait qu'une fois, quelque part. Et on fabrique ces modèles et après on peut les utiliser. Et après, il y a ce qu'on appelle les coûts d'inférence, c'est-à-dire les coûts pour l'utilisation de ces modèles, quand on a des dizaines, des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs qui vont faire des requêtes là-dessus. Et là, on a besoin effectivement d'être intelligent, de ne pas utiliser les très gros modèles quand c'est utilisé par des milliards de personnes plusieurs fois par jour. Oui, c'est-à-dire se concentrer et utiliser des modèles moins énergivores, moins puissants, quand il n'y a pas besoin d'avoir un... C'est ce que je comprends. Et alors, à l'inverse, on va retourner l'argument. L'IA générative, en quoi elle peut être utile, certains disent même indispensable, pour rendre plus efficace la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, les problèmes environnementaux, on voit, c'est des problèmes extrêmement complexes, avec plein de paramètres très liés. Et l'IA, en général, pas seulement l'IA générative, mais l'IA est très bonne pour ça, et très bonne pour, quelque part, nous aider dans des situations extrêmement complexes. Donc, il est évident que l'IA optimise tout ce qui est production d'énergie, l'IA optimise les transports, l'IA optimise... Il y a plein de domaines, tous les domaines qui ont finalement beaucoup d'impact sur l'environnement peuvent être optimisés par l'IA, et il n'y aura pas de transition énergétique sans IA. En, je crois, 2023, vous avez publié un roman graphique intitulé Dream Machine, ou comment j'ai failli vendre mon âme à l'IA, à l'intelligence artificielle. C'est publié chez Flammarion. Est-ce que c'est un peu basé sur votre propre histoire? C'est quoi l'idée? Alors effectivement, ça raconte l'histoire d'un entrepreneur à Paris qui crée une start-up d'intelligence artificielle sur les grands modèles de langage. Toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que pure coïncidence, comme on dit. Mais effectivement, l'idée de faire ce roman graphique, c'était de faire de la pédagogie sur ces technologies, comment c'est fabriqué, comment c'est utilisé, et les dérives potentielles si c'était mis en de mauvaises mains. Vous vous engagez d'une certaine façon pour une IA transparente. C'est les termes que j'ai lus en préparant l'émission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça peut être en open source, ça peut être... C'est quoi la logique? Oui, vous avez raison. Le cœur technologique pour nous est open source, effectivement. On contribue à l'open source et on utilise l'open source. C'est pour nous essentiel pour assurer
cette transparence, cette auditabilité des modèles où Oui. qu'on peut tester, qu'on peut comparer, etc. Et ça, c'est par opposition au modèle des géants américains, Oui. OpenAI Où par là, exemple, où c'est des modèles complètement l'algorithme est une fermés. boîte noire, quoi. Oui, c'est une boîte Personne noire, ne sait ce qu'il y a à personne l'intérieur. ce qu'il y a à l'intérieur exactement, personne ne sait comment c'est Ouais, fabriqué. avec un argument qui est de dire bah, c'est notre cœur économique d'une certaine façon, donc on ne va pas l'offrir aux autres. En quoi ça ne vous affaiblit pas? Vous voyez ce que je veux dire, le fait de proposer en open source? On a tendance à penser que maintenant, la création de valeur, c'est pas tellement sur le modèle. Ouais. Le modèle, c'est le moteur de la voiture, si vous voulez. Et ce qui est important, c'est quoi le service de transport? Qu'est-ce qui va vous amener du point A au point B? Et c'est pas juste le moteur, hein, c'est tout ce qui est autour, hein, qui va faire que vous avez une voiture. Donc là, pour nous, en prenant cette même analogie, notre valeur ajoutée, elle est vraiment dans l'utilisation de ces LLM dans des chaînes de valeur spécialisées des entreprises, que ce soit dans le monde de la finance, par exemple, dans le monde de la santé, de l'assurance, de la tech, etc. Cet engagement pour une IA transparente, vous nous dites que ce n'est pas un désavantage économique. Est-ce que quand même, quand vous voyez vos concurrents américains, vous n'avez pas un peu l'impression qu'ils ils ont renoncé à un certain nombre de principes, justement, voilà, pour atteindre des objectifs de rentabilité et des objectifs économiques? C'est un peu l'histoire d'OpenAI, notamment. Oui, exactement. OpenAI est né comme, si on regarde ses principes fondateurs, c'était l'IA la plus ouverte, sans but lucratif, etc. Et puis plus le temps passe, et moins OpenAI est open, puisqu'ils disent de moins en moins ce qu'ils font. Ça devient une entreprise à but lucratif. Nous, on a un peu cette conviction qu'il y a moyen d'avoir un autre modèle, d'être profondément européen. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de s'introduire en bourse en novembre dernier, pour s'ancrer dans cette réalité économique européenne et de nous donner une autonomie, vous avez moyen de nous préféré développer. faire ce choix plutôt que de passer par une levée de fonds classique? Pourquoi? Oui, les levées de fonds classiques, on voit que très souvent, c'est de l'argent, justement, de l'argent américain dont on parle hein, sur ces technologies. Donc, il y a des très belles entreprises comme Hugging Face, Dataiku, etc. Et c'est des super entreprises, mais pour croître, ils ont été prendre de l'argent américain et c'est devenu des entreprises américaines, de fait. Et nous, on s'est dit qu'il y avait un moyen d'avoir une trajectoire un peu différente en restant européen, en allant chercher de l'argent des particuliers aussi, pour que on a eu beaucoup de succès auprès des particuliers dans notre introduction en bourse, parce que les gens ont compris que l'IA générative, c'était vraiment une techno qui était là pour rester et qui allait changer nos vies. Qui vont changer nos vies, mais alors jusqu'où? On va terminer par une question qui est presque une question sociétale. C'est pas seulement Lighton et les propositions d'IA que vous faites, mais par exemple sur le rapport au travail, sur les métiers qu'on fera. Comment vous imaginez, vous, nos métiers dans une dizaine d'années, à court terme finalement? Oui, alors à 10 ans, c'est une éternité pour l'intelligence artificielle à la vitesse où ça va. C'est pour ça que je n'ai pas dit 20 ans. Quoi. Et moi, je dis aux gens, effectivement, vous n'allez pas être remplacés par des IA, mais vous allez être remplacés par des gens qui utilisent l'IA. Donc attention, ces technologies, quelque part, ça va devenir naturel maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, maintenant, ça y est, c'est acquis. Hein, les adolescents, ils utilisent ChatGPT comme ils utilisent un traitement de texte, etc. C'est devenu un outil totalement naturel. Et oui, c'est en train de changer totalement notre relation à la connaissance, par exemple, notre relation à l'éducation. Ce qui est intéressant, c'est que notre relation au travail, est-ce qu'il ne va pas, je me fais volontairement l'avocat du diable, forcément avoir des flopées de chômeurs supplémentaires dans les 5-10 prochaines années? On voit que les pays les plus robotisés du monde, comme la Corée du Sud par exemple, c'est des pays où il y a très peu de chômage. Donc c'est pas du tout automatique. On va changer les métiers, ça c'est sûr. On va en créer des nouveaux. On va augmenter la productivité et on va créer de la croissance avec ça. Donc c'est globalement l'effet est positif. Ça a été très bien analysé dans le rapport qui a été fait à la demande du président de la République l'an dernier. Merci beaucoup Laurent Daudet et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.